passer à notre dernière table ronde donc, de cette journée autour de la question des précarités. On a appelé ça se libérer des précarités, avec là aussi des regards assez différents qui vont se croiser pour essayer de mettre des mots sur un sujet qui peut en comprendre beaucoup. Je vais vous demander d'accueillir avec moi sur le plateau Quentin Bourgeon, qui est membre du comité d'animation du Forum français de la jeunesse, Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des inégalités, Aline Louisy-Louis, qui est vice-présidente de la région Normandie, chargée du sport, de la jeunesse et du nautisme, Juliette Garnier, chargée d'enseignement à l'Université de Genève, et puis également Valérie Billy, responsable des relations partenariales de Aigo Café. Venez me rejoindre. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. On va commencer cette prise de parole sur cette table ronde avec Quentin Bourgeon, juste en face de moi, membre donc du Forum français de la jeunesse, membre du comité d'animation, président également d'une association. Peut-être nous redire un mot ce qu'est le FFJ? Oui, très rapide. Déjà, bonjour tout le monde. J'espère que ça va aller puisque ça fait quand même un petit moment et il fait très chaud dans l'amphithéâtre. Exactement. Non, mais très rapidement pour présenter le Forum français de la jeunesse. Donc, on est une organisation qui regroupe une vingtaine d'organisations nationales depuis plus de 10 ans. Donc, différents types d'organisations de jeunes. Donc, que ce soit des partis politiques, des syndicats étudiants, des syndicats lycéens, des associations notamment dans l'éducation populaire. Et qui produit tous les ans un avis sur des thématiques par rapport à la jeunesse. Voilà, en très rapide. De toute façon, je reviendrai un peu dessus aussi en détail sur la thématique précarité. Bon, on a dit ce matin qu'il n'y avait pas une jeunesse, mais bien des jeunesses. Précarité, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Est-ce que déjà on arrive à définir qu'est-ce qu'on met derrière le mot précarité? Et ben, c'est un vrai débat, puisqu'en fait, déjà, le fait de parler au pluriel, c'est important, à la fois sur la question de la jeunesse ou sur la question des précarités. Nous, l'analyse qu'on fait, c'est qu'il y a différentes précarités. Déjà, on parle d'une situation en fait, où il y a une sociale d'un individu qui est dans une condition de vie qui est instable, incertain. C'est quelque chose qui est assez important, la question d'instabilité et d'incertitude, notamment sur la question d'avenir. Et du coup, sur la précarité, pour donner un petit peu, quand même un peu de chiffres, sans forcément être trop long, puisque je pense qu'on a quand même pas mal de chiffres en tête, mais pour en donner 5. Déjà, sur les différentes jeunesses, on a quand même 55% des jeunes qui ne sont pas en formation, selon du coup l'INGEP en 2021. Le premier emploi stable, en 1975, il était à 20 ans et actuellement il est à 27 ans. Donc on voit qu'il y a aussi une évolution des jeunesses. Et notamment, pour rester sur l'emploi, la précarité de l'emploi, elle est quand même assez importante, puisque du coup, pour les jeunes de moins de 25 ans qui travaillent, on a 50% de contrats précaires. C'est les chiffres de l'Observatoire des inégalités. Et pour donner deux autres contextes, mais qui sont assez spécifiques, et c'est là aussi où c'est compliqué, c'est qu'on voit qu'on a des focus sur des précarités d'une partie de la jeunesse et pas forcément sur toute la jeunesse. Mais du coup, on a un coût de la vie qui a augmenté à plus 3,69%. Donc, c'est une enquête de l'UNEF, 38% des jeunes, donc du coup étudiants, qui ont renoncé à consulter un médecin en 2022, donc de la mutuelle étudiante. Et du coup, on voit qu'on a vraiment différentes formes de précarité. Et donc, c'est ça qui est intéressant à analyser, c'est qu'en fait, on a plusieurs précarités, peut-être pour aller un peu plus loin sur cette notion-là, et par rapport au débat qu'on a pu avoir ce matin ou hier. La question des précarités, en fait, elle a un lien aussi sur la question de l'engagement, dans deux sens. À la fois, c'est plus compliqué de s'engager quand on est en précarité. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important, qui a été dit hier notamment, et qui est important de revenir dessus. Et aussi, un élément qui est important, c'est que, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais il y a pas mal d'engagement aussi qui se fait par rapport à des précarités pour lutter contre des précarités, essayer de les diminuer ou de les supprimer. Mais quand on voit que ça fait des années qu'on a du mal à y revenir dessus, voir qu'elle s'aggrave, ça a aussi un frein sur l'engagement, puisqu'en fait, il y a un découragement aussi de la part des jeunes sur la question. Donc, voilà, et donc nous, notamment au niveau du FFJ, c'est un sujet aussi qu'on porte depuis quand même pas mal de temps. Alors, depuis pas mal de temps, j'imagine que c'est un des sujets de préoccupation du Forum français de la jeunesse. Vous avez mis en place d'ailleurs une commission en interne pour travailler sur ce sujet spécifique des précarités? Exactement. En gros, le Forum français de la jeunesse fonctionne avec des commissions qui permettent chaque année d'avoir des avis
sur des thématiques bien spécifiques. Donc, cette année, on a fait le choix d'en avoir deux de front, donc une qui aura lieu un peu plus tard, donc sur précarité et engagement. Donc, ça tombe très bien. Et sur précarité, en fait, on a fait déjà un bilan sur nos propositions depuis 10 ans. En fait, on a listé tous les avis, donc avec des avis qui étaient vraiment divers et variés sur la question du logement, des mobilités, et de voir tout ce qui pouvait être lié à la question de la précarité, donc avec à chaque fois une définition qui peut être soumise à débat, et ça fait beaucoup de débats aussi en interne du Forum français de la jeunesse. Pour faire un petit panel rapide sur les grosses thématiques qui ressortent, avec un classement. Les premières propositions que nous on fait, et c'est pas forcément d'ailleurs à l'image des urgences sur la question de précarité, mais c'est sur la question de la formation. Ça représente 20% de nos propositions sur la question de l'insertion, du logement, de la santé, des mobilités, de l'alimentation, de l'environnement, des questions financières, des questions du loisir, des questions numériques, de l'orientation, et après des précarités qui sont plus transversales. Donc là, l'idée un petit peu de la commission, c'est de faire un point déjà sur qu'est-ce qui est encore à jour ou pas, parce qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et notamment on a des avis et des propositions qui sont peut-être moins pertinentes et qui doivent pouvoir évoluer. D'autres où bah, ça fait peut-être 10 ans qu'on les porte et où bah, en fait, on arrive à un point de rupture où en se disant, bah, par exemple, sur la question du droit commun pour les jeunes, un des avis qu'on a, c'est la question du RSA à 18 ans. Et du coup, bah, on se posait des questions. C'est un débat qui est aussi en interne. Et donc voilà. Plus d'autres choses, notamment sur la question aussi de la santé. On a mis sur la question de la précarité menstruelle aussi, on avait fait des préconisations. Donc ça a évolué aussi dessus. Donc il faut qu'on se réadapte. Mais au-delà de ça, en fait, on a besoin aussi de voir au niveau des organisations de jeunes et de jeunesse en général, euh, quels sont les points communs qu'on peut avoir sur la question de précarité, comment on peut revenir aussi sur bah, en fait, avoir une analyse qui ne soit pas juste on cible une question de précarité, que ce soit alimentaire, financière, administrative ou autre, mais qu'on voit un peu les liens qu'ils peuvent avoir dessus, puisque c'est aussi un élément qui est important sur la question des précarités. Bah, c'est qu'à la fois elles se cumulent, qu'elles sont très diverses selon les différents publics et que c'est un élément qui est important, et que notamment sur la question un petit peu des débouchés, bah, ce qu'on voit en face, c'est qu'on a un peu un empilement des dispositifs. Pour en lister quelques-uns, un jeune solution, le plan mentorat, l'école de la deuxième chance, qui sont des dispositifs pour lutter contre la précarité. On peut en penser ce qu'on veut sur chaque dispositif en propre, mais ce n'est pas forcément le débat. Nous, ce qu'on voit là-dessus, c'est que bah, il y a des trous dans la raquette, pour reprendre une expression qui est couramment utilisée, et on a un non-recours au droit qui est important. Et en fait, c'est ça qui se pose un peu comme sujet. Et puis surtout, bah, quand on répond à des besoins de précarité très spécifiques, par exemple sur la question de la précarité alimentaire, il y a pas mal de distributions alimentaires qui ont été mises en place, notamment plus pour les étudiants en priorité, parce qu'il y a eu un peu un focus par rapport à ça. Bah, du coup, bah, en fait, pour tous les jeunes qui ne peuvent pas accéder aux études pour différentes raisons, de précarité de logement, de papier, enfin plein d'éléments différents, mais ils sont exclus du dispositif, même si quand on se pose un petit peu, et localement, il y a des actions qui sont mises en place qui permettent de pouvoir compléter aussi là-dessus. Et puis après, en fait, bah, quand on a un jeune ou une jeune qui cumule énormément de précarité, bah, en fait, c'est très compliqué de juste de répondre sur une précarité dessus. C'est un ensemble de dispositifs qui pourra répondre dessus. Et c'est là aussi, c'est important de pouvoir voir un petit peu comment on peut bah, faire aussi une réflexion entre les associations, les personnes concernées, donc les jeunes directement, pour qu'ils soient mis autour de la table. Notamment, ça fait écho sur l'engagement, mais aussi à la fois les collectivités, les différentes structures qui peuvent exister, et aussi au niveau national, et qu'on a quelque chose qui soit cohérent et qui soit une politique de jeunesse assez intéressante dessus. Donc c'est un peu ce que tout ça emporte. Et du coup, sur les questions des précarités, c'est enfin, vraiment sur la question d'avoir de se libérer des précarités, pour reprendre un peu la thématique. C'est quelque chose qui ne se fera pas en un jour, où en fait nous on voit qu'on a quand même un recul qui se fait pour différentes raisons. On a eu le Covid qui a eu un gros impact et qui a mis en exergue des grosses difficultés pour les jeunes, mais on a aussi l'inflation qui impacte aussi durement les jeunes. Et puis après, ce que je commence à dire, mais je pense qu'il y aura des personnes autour d'adapte qui le diront encore mieux, mais on a aussi des profils qui sont très spécifiques et qui sont encore plus précaires, et du coup c'est important aussi de pouvoir bah, le nommer, de le poser concrètement, et pas juste de dire les jeunes sont précaires, les jeunes ne mangent pas, les jeunes n'arrivent pas à se loger, mais de définir bah, c'est quoi les jeunes concrètement, quels jeunes, quels besoins, et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Voilà. Vous nous avez listé les thèmes qui reviennent souvent et que vous souhaitez porter. Je crois que quand on cumule de mémoire toutes les propositions que vous avez fait, je crois qu'il y en a 70, quelque chose comme ça. Des fois avec des gros débats, même en interne au sein du FFJ. Est-ce qu'il y a une action qui fait consensus et vous dites si on avait une priorité absolue à porter au plus haut, ça serait celle-là? Ce sera pour teaser un petit peu, ce sera tout l'enjeu de la commission précarité de voir dessus. Ce qu'on avait un peu comme première réflexion, c'était la question de créer un statut social du jeune.
qui ne soient pas que étudiants, parce que c'est une revendication qui est beaucoup portée sur les questions étudiantes, mais nous, on pense qu'en fait, il faut élargir la thématique. Et après, c'est qu'est-ce qu'on met concrètement dedans, notamment pas forcément de repartir de zéro, parce qu'en fait, il y a des dispositifs qui existent et qu'il faut pouvoir remettre en place. Et puis après, nous, on a pas mal de choses qui sont aussi un peu des poncifs, hein, sur la question de l'apprentissage, de renforcer les aides, de garantir aussi des bonnes conditions, augmenter les grilles salariales, enfin, la question aussi du SMIC. Enfin bref, il y a pas mal de choses aussi qui sont portées dessus. Et après, nous, ce qui se pose aussi par exemple sur la question de la santé, en fait, on est enfin, j'allais dire très en retard, puisqu'on n'a pas bossé dessus en propre, mais en fait, on est quand même très à la marge dessus. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir croiser aussi les expertises selon les différentes structures, de voir aussi sur ce qui est possible de faire. Mais oui, c'est pour revenir, si on a une proposition à faire, c'est justement d'avoir un statut social. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et donc, c'est aussi le but de la commission de précarité. Pour information, ce n'est pas juste une commission en interne, mais qui a aussi pour vocation de s'élargir avec différentes structures de jeunes, mais pas forcément que, de pouvoir aussi croiser le regard aussi avec des institutions pour pouvoir justement voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dessus, tout en sortant un petit peu aussi de, comment dire les choses de façon assez poliment, mais d'éviter aussi de lancer à chaque fois un nouveau dispositif pour lutter contre la précarité qui va se rajouter. Et donc, en fait, c'est un peu ça aussi qui est intéressant aussi dessus de mettre en avant dessus, en sachant qu'on a enfin, une problématique qui est quand même assez profonde dans les organisations qui sont membres du FFJ, c'est qu'on a un peu une crainte sur l'avenir. On se pose beaucoup de questions de comment en fait on peut lutter contre ça, ce que je disais un petit peu en introduction. Et en fait, c'est pas. Enfin, j'imagine que toutes les générations disent ça à chaque fois, c'est un peu le dernier espoir aussi dessus, mais en fait, c'est un peu une question qu'on se pose, c'est qu'on arrive quand même à une limite et ça a beaucoup de conséquences sur l'engagement, sur la démocratie, enfin sur plein d'enjeux derrière aussi. Et on est très inquiet en fait sur ces questions-là. Donc pour nous, la question de la précarité, elle est importante à répondre. Merci Quentin. Aline Louisy-Louis, vous êtes vice-présidente du conseil régional de Normandie. Je sais que vous avez un impératif en fin d'après-midi, donc je voulais discuter avec vous assez vite si jamais vous devez nous laisser. Vous avez une délégation large, hein, autour du sport, de la jeunesse, du nautisme également. Comment, quand on est vice-présidente d'une région comme celle de la Normandie, comment la question des inégalités, comment la question des précarités, comment vous la vivez? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos points de vigilance? Je vous laisse prendre le micro. Prendre le micro, excusez-moi. Alors moi, ça fait 2 ans, hein, je suis une jeune élue de la République. Je viens du monde de la société civile, je suis chef d'entreprise, mais j'ai un passé associatif puisque j'ai milité très longtemps bénévolement au Secours populaire et j'ai eu la chance d'occuper le poste de secrétaire national à la jeunesse pendant une dizaine d'années. Bah, quand vous arrivez et que vous avez ça dans votre délégation, d'abord c'est très transversal. Et la jeunesse, bah, moi je la côtoie tous les jours puisque je suis chef d'entreprise, donc j'ai la chance d'avoir dans mon cabinet plusieurs strates. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Alors pour moi, la première approche, c'était de dire il y a des jeunesses et pas une jeunesse. Donc ça déjà, c'était de se mettre d'accord avec le président Morin sur ce sujet-là. C'est comment on aborde la jeunesse. Le deuxième, c'était que pour moi, la jeunesse ne constitue pas un ensemble culturellement homogène. Et effectivement, vous le dites bien. Et donc la question, c'était comment on pouvait apporter des réponses multifactorielles à des jeunesses. Donc quand vous faites ça, brainstorming avec les collaborateurs, et qu'est-ce qu'on voilà. Alors il existe déjà des dispositifs, mais le constat, effectivement, moi je suis arrivée à cette période d'élu Covid. Moi j'ai démarré mon mandat avec des masques, hein. Et là, on a compris très vite qu'on avait perdu une partie de notre jeunesse. Et moi, je les appelle les invisibles. Alors, aujourd'hui, on a le constat quand même, je voudrais quand même dire qu'on a une politique publique de la jeunesse qui est plutôt segmentée. Alors, vous le disiez, il y a énormément de dispositifs et donc il ne faut pas en rajouter. Mais les QPV, là, on a France Ruralité sur les étudiants, handicap. Et puis, avec la difficulté, c'est qu'on est en silo. Donc, si vous êtes en urbain, bah, QPV, c'est nickel. Si vous êtes en périurbain, là, vous rentrez plus dans le dispositif et là, c'est compliqué. Donc, pour moi, la première étape, c'était d'avoir une approche territoriale. Alors, pas dispositif, mais territorial. Moi, je suis dans une petite région, contrairement à la vôtre, où on est 5 départements, mais qui ont chacun, je dirais, l'Orne, c'est plutôt campagne, moins peuplé.
la Manche, qui est le bout du monde, hein, c'est Cherbourg, qui n'a pas de problématique d'emploi, mais qui ne trouve pas justement de jeunes qui... Voilà. La Seine-Maritime, qui est à la fois de l'urbain, mais aussi une partie côtière et rurale. Et puis l'Eure, qui aussi est plutôt, alors avec une frange francilienne plutôt urbaine, et après le reste campagne. Donc quand vous faites cette équation, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire nous au niveau régional. Donc pour moi, au niveau des dispositifs qu'on a pu mettre en place, c'était déjà réfléchir sur réduire les inégalités, effectivement, territoriales. On a la chance d'avoir un conseil régional des jeunes. On vient et chaque fois, là, on change de mandature. C'est 40 jeunes, tirage au sort avec un huissier, avec une représentation du territoire. C'est la troisième promo que moi je vois, puisque j'ai fini celle qui était... Hein, inégalité territoriale. Premier élément les jeunes nous disent, l'inégalité territoriale. Ce qui fait, c'est l'accès aux écoles. On n'a pas les mêmes écoles, on n'a pas les mêmes... voilà. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'écologie pour eux. Donc, il y a un vrai stress. Donc, comment on le gère, voilà. Ça, c'est vraiment les deux sujets et pas forcément la mobilité telle que nous, on peut l'imaginer. C'est-à-dire que la mobilité, c'est effectivement de pouvoir aller se rendre à un collège, au lycée, à des activités facilement. Donc ça, c'est ça. Par contre, on s'aperçoit quand même que moi, je suis dans une région où les jeunes sont peu mobiles, c'est-à-dire sortir de la région. Pourtant, on a des dispositifs Erasmus, voilà, qui sont, nous, ouverts vraiment à tous, hein, puisque la région développe Passemonde et qui est ouvert aussi aux apprentis. Mais on voit que, voilà, donc on est vraiment sur de la précarité. Enfin, quand on parle précarité, c'est vraiment gérer des problématiques quotidiennes des jeunes. Donc ça, pour nous, c'était important. Alors, l'idée, c'est de travailler avec des partenaires associatifs qui ont les compétences. Et donc, c'est ce qu'on fait. On travaille avec plusieurs associations. Mais moi, le constat que je fais, effectivement, et pour avoir milité longtemps au Secours populaire, on est souvent, alors éducation populaire, donc mais souvent les associations sont, je vais utiliser un terme qui va peut-être choquer, spécialisées. Alors il y en a qui font du mentorat et qui le font d'ailleurs très bien et c'est vraiment important. Il y en a d'autres qui sont sur plutôt les QPV. Il y en a d'autres. Et donc moi ma difficulté quand je travaille avec ces partenaires, c'est de co-créer. Donc, c'est un peu difficile peut-être par rapport à l'image qu'on a de l'engagement associatif et des associations qui ont l'habitude plutôt d'être porteurs de projets. Et là, moi, je demande aujourd'hui, c'est voilà ma problématique, comment on peut travailler ensemble pour résoudre cette problématique. Alors, on en a parlé un peu, donc je vais me permettre de citer. Donc, Unicité, d'ailleurs, qui aujourd'hui, on a expérimenté sur un territoire avec eux, pour aller chercher les jeunes qu'on n'arrive pas à toucher. Avec tous les dispositifs, je peux dire que la région Normandie, on a un certain nombre de dispositifs qui sont quand même très importants. C'est plus de 10 millions par an. Mais du coup, j'ai toujours cette frustration, et le président Morin, on sait qu'il y en a qu'on n'arrive pas à toucher. Et donc là, on travaille avec Unicité. Il y a eu une première étape sur une expérimentation qui s'est plutôt bien passée. Ils ont réussi à aller chercher des jeunes qu'on n'y arrivait pas. Et donc là, on a étendu sur l'ensemble des territoires, c'est-à-dire les 5 départements. Et ils ont une approche, et moi je suis là depuis ce matin et j'écoute, hein, c'est extrêmement intéressant. Unicité a cette approche, c'est dire on forme des jeunes pour parler aux jeunes. Parce que moi, je pense que moi, à 56 ans, je pense que je suis complètement has-been, même si j'ai une fille qui a 22 ans. Je pense qu'on n'est plus... Enfin, il nous manque des codes. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Mais je trouve que la démarche est intéressante et c'est d'aller jusqu'au bout, effectivement, d'aller chercher ces derniers jeunes qu'on ne voit pas. Le problème de l'université, vous en parliez, hein, c'est pas une... Enfin, ces jeunes, ils ont accès à tout. Enfin, globalement. Ils ont quand même accès, enfin, on met des dispositifs en place, ils ont accès. Moi, aujourd'hui, je me tourne effectivement vers les associations caritatives, le Secours populaire, Restos du Cœur, ADT Quart-Monde, qui, eux, ont accès à un public qui ne vient pas jusqu'à nous et qu'on ne voit pas forcément ou qu'on n'arrive pas à identifier. Donc, pour moi, c'est important d'élargir
sur la politique jeunesse de la région, c'est d'élargir vers d'autres partenaires qui vont nous permettre effectivement de remplir notre mission de service public. Vous avez cité l'exemple du Conseil régional des jeunes. Les jeunes normands que vous voyez, est-ce que dans les discussions que vous avez avec eux, ces sujets d'inégalité et ces sujets de précarité, est-ce que c'est des sujets qui reviennent quand ils ont des projets à mettre en place? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un raisonnement et que c'est quelque chose qui prennent vraiment en compte? Oui. Alors, on a une particularité. Donc, nous, on a un conseil, on a fait le choix d'être sur un conseil régional des jeunes de 40. Alors, avec un tirage au sort, donc un maillage territorial qui permet une vraie représentation. À la fois, ça va du lycéen à l'apprenti, au jeune adulte qui peut être chômeur. Voilà. Enfin, il suffit de candidater, être motivé. Et effectivement, donc sur les 2 années, on la rapporte. L'objectif, c'est de former des citoyens, avant tout. Donc, il faut savoir que nous, la charte qui est signée, c'est apolitique. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que les jeunes se politisent en étant... on est là pour former des citoyens. Si demain, ils veulent s'engager effectivement dans la vie publique ou dans les associations, tant mieux. Mais effectivement, on leur demande... Alors, d'abord, on les interroge systématiquement sur les politiques régionales et pas que sur les politiques régionales des jeunes. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un avis aussi sur d'autres, je dirais, sur les autres champs de la région qu'elles gèrent. Et le deuxième, c'est qu'en général, ils travaillent sur des projets concrets qui présentent en assemblée plénière chaque année et ils sont votés en assemblée plénière, retenus ou pas. Donc, sur la dernière mandature, on a 3 projets qui ont été retenus. Un, c'est former des ambassadeurs. Ben, ça reflète exactement les sujets de préoccupation, en tous les cas que nous, on identifie modestement sur notre région. Former des ambassadeurs environnementaux dans les lycées. Donc, formation et ambassadeurs avec un côté viral, c'est de pouvoir après, ces ambassadeurs, intervenir dans les collèges et dans les lycées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'accès à la culture pour les personnes qui sont éloignées. Voilà. Et parce qu'on a des dispositifs, mais les dispositifs sur lesquels on sait que les jeunes y vont, c'est quand même des jeunes qui connaissent, enfin qui savent que le dispositif existe. Donc là, ils montent un projet avec des associations culturelles pour permettre d'aller chercher ces jeunes, et donc Unicité va forcément nous aider là-dessus, pour aller chercher ces jeunes qu'ils puissent avoir un accès à la culture. Et le troisième sujet et d'ailleurs qui a été abordé ce matin, c'est la passerelle entre le lycée et l'université, qui est vécue comme un gouffre pour les jeunes, et un moyen pour eux aussi de dire que si on crée un festival qui touche les associations universitaires, mais au-delà, donc toutes les associations qui œuvrent autour de la jeunesse, c'est de permettre aussi aux jeunes lycéens de pouvoir trouver un interlocuteur peut-être à un moment donné pour le logement, pour plein de choses, la mobilité. Merci. Je vous laisse passer le micro peut-être sur votre gauche avec Anne qui est avec nous également, directrice des études de l'Observatoire des inégalités. Vous co-dirigez également les rapports sur la pauvreté en France pour l'organisme, pour votre structure. C'est forcément un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que quand on parle jeunesse et précarité, quand on lit des choses, etc., on sort souvent quelques chiffres clés? Est-ce qu'on n'a pas tendance à faire vite des raccourcis, peut-être un peu trop rapides? Par exemple, dans les médias, on a beaucoup entendu ces derniers temps, un étudiant ne mange pas à sa faim. Voilà. C'est ce qui peut ressortir quand on parle de précarité. Il y a une espèce de raccourci entre précarité et précarité étudiante, et derrière ça, une exagération qui tient à considérer que tous les jeunes sont des étudiants et à considérer qu'ils sont tous dans la misère. Et ça invisibilise en fait les réalités que l'on constate, nous, à travers notre retour à des données chiffrées, qui sont plutôt la précarité et la pauvreté grandissante d'une partie de la jeunesse, qui est plutôt beaucoup plus souvent les jeunes sortis trop tôt de l'école. Précisément, ceux qui, de milieux populaires, n'ont pas pu avoir accès à l'université. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés et une pauvreté parmi les étudiants, mais ça veut bien dire que les précarités dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est principalement les difficultés de jeunes de milieux populaires qui ne sont pas étudiants, qui sont de jeunes actifs. Quelle précarité et qui est touché par ces précarités?
Notre travail consiste à relever des phénomènes structurels, à alerter sur des choses qui datent déjà d'avant la crise Covid, même si c'est vrai qu'à ce moment-là, on en a plus parlé, et d'avant l'inflation, qui d'ailleurs touche presque plus les personnes âgées que les plus jeunes, même si les plus jeunes, ils appartiennent souvent aux plus modestes et donc ils sont beaucoup plus sensibles et impactés par l'augmentation des prix alimentaires notamment. Alors, je voudrais quand même, je sais que vous en avez parlé au fil de la journée, mais revenir un petit peu sur de quoi on parle quand on parle des jeunes, parce que chacun d'entre nous parle déjà d'une tranche d'âge différente. Donc il y a toute une difficulté là que je ne vais pas du tout lever, je vais peut-être même plutôt en rajouter une couche. Mais je voudrais souligner qu'il y a des réalités très différentes entre les adolescents et puis les jeunes adultes tels que nos enfants qui étudient à la maison dans le confort d'un foyer bourgeois parental. Et puis ou qui peuvent être exposés à la précarité et à la pauvreté. Et on a un article sur notre site internet qui s'intitule de façon un peu provocante Il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des enfants de pauvres. Donc là, ce dont on pourrait parler, c'est la précarité et la pauvreté de leurs parents. Et puis des actifs sortis du système scolaire, qui sont soit au travail, soit cherchent un travail, soit sont éloignés du travail, sans qu'il soit possible de donner des bornes d'âge précises. Il n'y a pas un âge pour tout le monde le même. À 16 ans, il y a 90% des jeunes qui sont en formation. À 27 ans, ils sont plus que 2%. Puis si on prend entre les deux, vers 23 ans, il y a plus que 16% des jeunes qui sont en formation, mais il y a déjà une majorité des jeunes qui travaillent. Et puis on mélange aussi les milieux sociaux. Hein, c'est ce que voulait dire Bourdieu quand il disait la jeunesse n'est qu'un mot. C'est des univers très différents selon les catégories sociales. Actuellement, il y a 25% des jeunes qui sortent du système scolaire avec un niveau bac plus 5. Et il y en a 50% qui ont au mieux le bac et vivent dans des réalités, dans des mondes totalement différents. Alors, tout de même, ils ont des points communs en matière d'inégalité, en matière de précarité, par rapport aux autres tranches d'âge dans la société. Je vais commencer par ça. Les jeunes, ils sont confrontés à deux difficultés. De façon générale, pourrais-je dire, même s'ils ne sont pas tous exposés de la même manière, mais c'est le coût du logement et puis la recherche d'un emploi stable. Et ils sont confrontés là au chômage et au travail précaire. Alors, je vais commencer par le chômage. 17% en 2022 pour les 18-29 ans. Donc en plus, faites attention, je n'utilise pas toujours les mêmes tranches d'âge parce que je n'ai pas toujours les mêmes sources. Donc 17%, c'est le taux de chômage des 18-29 ans et ça se compare à 7% pour l'ensemble de la population active. Donc c'est pratiquement 2,5 fois plus pour les jeunes, avec tout de même une très bonne nouvelle, c'est qu'il faut se rappeler que ce taux, il était monté à 26% sur la période 2013 et 2016 et que là, aujourd'hui, on est au niveau de chômage le plus bas connu depuis 2001 pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont comme les ouvriers les moins qualifiés, comme les moins diplômés, etc., comme les étrangers, les immigrés, ceux qui ont le plus souffert de l'augmentation du chômage et ceux qui en bénéficient aujourd'hui le plus de cette baisse des courbes du chômage. Alors attention, ce chiffre, il est exprimé par rapport aux actifs, ça ne veut pas dire 17% des jeunes, puisqu'il y en a qui sont en études notamment. Et puis ça masque aussi le fait qu'il y a toute une partie des jeunes qui, lorsque l'INSEE, c'est pas Pôle emploi, c'est pas les demandeurs d'emploi, c'est bien les chômeurs qui sont disponibles pour travailler, qui recherchent activement un travail, mais lorsque l'INSEE leur pose la question, eh ben, ils sont trop découragés par les conditions d'emploi. Et donc, ils sont très nombreux à être dans ce qu'on appelle le halo du chômage, ou en tout cas non comptés comme chômeurs. Ils ne sont pas dans des recherches actives et du coup, ils ne sont pas comptés ici. C'est là que le chiffre des NEET est intéressant. Les ni en emploi, ni en travail. Là, on prend toute la population des jeunes et qu'est-ce qu'on voit chez les 15-29 ans? Eh bien, ils sont 12,8% à n'être ni en emploi, ni en formation. Et la moitié d'entre eux sont au chômage. Donc la moitié sont dans un chômage qui n'est pas compté comme chômage. Ça concerne très peu de 15 ans, mais ça concerne 18% des 24 ans. Et là aussi, une bonne nouvelle, chez ces NEET, on voit une diminution de leur taux dans la population française. On est actuellement au chiffre le plus bas depuis 2014. Autre précarité liée au travail, c'est la précarité du contrat de travail.
Vous le disiez, Quentin, 55% des moins de 25 ans qui travaillent sont en contrat précaire. On compte ici notamment les CDD, les missions d'intérim, l'alternance pour une partie d'entre eux, parfois des missions extrêmement courtes. Et ça se compare, ces 55%, à 12% pour la tranche d'âge supérieure, hein, des 25-49 ans, avec des effets très concrets sur la vie quotidienne. Cette précarité du travail, ben, c'est ça qui construit la précarité au sens commun dans le langage courant. C'est l'impossibilité d'avoir des horizons de vie, de faire des projets, l'impossibilité d'abord d'accéder à un logement, parce que trouver un bail ou emprunter quand on n'a pas un contrat stable, c'est pas possible. C'est quitter ses parents, c'est s'installer en couple, faire des projets de vacances, avoir des loisirs réguliers quand on ne sait pas si on va travailler la semaine suivante ou pas. Le logement, alors sur le logement des jeunes, j'ai malheureusement peu de données à vous donner, mais on est très très loin de l'image du Tanguy du film des années 80 de Châtillaise, où on voyait un jeune homme de milieu bourgeois profiter du confort de l'appartement de ses parents. En réalité, les jeunes qui ne peuvent pas décohabiter sont des jeunes qui n'en ont pas les moyens et qui aimeraient le faire pour un certain nombre d'entre eux dès qu'ils en trouveront les moyens et un contrat stable. Et puis cette jeunesse, de façon générale, hein, cette tranche d'âge des jeunes par rapport aux autres tranches d'âge, elle est en fait soumise à une sorte de grand transfert de richesse entre les jeunes locataires et puis les bailleurs, les propriétaires des appartements, qui sont des personnes appartenant aux générations, des personnes plus âgées. Je pourrais y ajouter des privations matérielles et là, on va le trouver chez les jeunes, notamment du côté des difficultés financières, hein. Ça rejoint mon propos sur la pauvreté. C'est-à-dire que chez les 16-29 ans, c'est la tranche la plus touchée par les loyers impayés, par l'impossibilité, ils sont 33% à ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 € parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des économies, donc ils n'ont pas d'épargne et rien devant eux pour faire face à des imprévus. Alors, ça, c'est les jeunes par rapport aux autres tranches d'âge. À l'intérieur des jeunes, hein, je vous le disais, il y a des inégalités qui sont d'abord sociales et qui sont très fortes et qu'on relève notamment quand on alerte sur la pauvreté des jeunes, en parlant notamment de la pauvreté des jeunes adultes, qui est la catégorie, donc les 18-29 ans, la plus exposée à la pauvreté, au fait de risquer de vivre sous le seuil de pauvreté. Ça concerne 12% d'entre eux contre 7% dans la tranche d'âge suivante, hein, des 30-45 ans. Et puis c'est aussi la tranche d'âge, c'est 18-29 ans, qui a connu la hausse la plus forte du taux de pauvreté sur 15 ans, avec une progression de 50%. Et puis enfin, c'est chez les pauvres les niveaux de revenus les plus bas qu'on va trouver dans cette tranche d'âge, notamment parce qu'ils n'ont pas droit à un minimum social et qu'il n'y a pas ce filet de protection sociale jusqu'à 25 ans en tout cas. La difficulté avec ces chiffres sur la pauvreté, c'est qu'on ne mesure pas tout. Nous, elle est là, notre invisibilité des jeunes pauvres. On mélange les revenus des parents et des jeunes pour ceux qui vivent chez leurs parents et on connaît très mal leurs revenus autonomes. Alors, je voudrais vous donner un aperçu sans m'étendre trop parce que c'est des données déjà très anciennes. Elle date d'une enquête qui a été faite en 2014, donc ça fait déjà 10 ans. Mais elle est tellement... c'est ça qu'il faudrait faire, en fait. C'est pour vous dire, c'est de ces données-là qu'on aurait besoin d'actualiser aujourd'hui. On s'est intéressé aux 18-24 ans et à leurs ressources autonomes. Et à la fois à tout ce qui touche en termes de salaire, en termes d'aide, que ce soit des bourses ou des allocations logement, et de la part de leurs parents. Et on regarde combien ils gagnent en tant que jeunes. Et là, je vais vous donner des chiffres sur les jeunes qui ont décohabité, qui vivent dans un logement, qui sont autonomes de leurs parents, en comptant tout ce qu'ils reçoivent, leur salaire, l'aide de leurs parents, l'aide de l'État. Eh bien, les 10% les plus pauvres d'entre eux vivaient donc en 2014 avec, donc, dans un logement autonome, hein, moins de 365 €. C'est-à-dire que les 10% les plus jeunes, des jeunes de moins de 24 ans qui sont autonomes, vivaient avec moins de 10 € par jour, toute aide comprise. Et si on regarde la moitié de cette population-là, la moitié vivait avec moins de 939 €. Or, il se trouve que c'était le seuil de pauvreté à l'époque quasiment. Donc, on n'est pas très loin de pouvoir dire, voilà, je ne peux pas vraiment l'écrire, mais je peux arrondir et dire, il y a 50% des jeunes de 18 à 24 ans qui ne vivent plus chez leurs parents et qui sont sous le seuil de pauvreté. Ce que je minimisais donc quand je vous disais juste avant, 12% des jeunes sont pauvres. Et qu'est-ce qui sépare ces jeunes à l'intérieur des jeunes, qu'est-ce qui les sépare? C'est la fracture du diplôme. C'est ça qui va déterminer les difficultés d'insertion des jeunes les moins diplômés.
On peut le voir du côté du chômage, on va le voir aussi du côté du fait d'accéder à un emploi stable. Il y a des écarts très importants selon le niveau de diplôme, même si les jeunes diplômés, y compris diplômés du supérieur, ne sont pas complètement protégés du chômage ou de la précarité de l'emploi. Et ce sont des difficultés qui vont se combiner avec toutes les autres attentes de flexibilité de la société qu'on va faire peser sur les mêmes jeunes peu diplômés, notamment les moins qualifiés, des attentes en termes d'horaire, de coupure dans la journée, de flexibilité, de temps partiel subi, etc. Et qui peuvent se combiner avec d'autres inégalités, notamment celles liées à l'origine migratoire, à la couleur de la peau ou au fait d'habiter dans un quartier prioritaire. Et en plus, ça s'inscrit, et ça rend les choses peut-être encore plus injustes, hein, dans une reproduction sociale qui fait que à l'école, en fait, l'école ne réussit pas à surmonter les inégalités sociales dans la société et que donc ces difficultés scolaires qui vont se transformer en difficultés sur le marché de l'emploi et en difficultés monétaires, eh bien, elles sont largement déterminées, et c'est le facteur principal qui les détermine, par le milieu social de leurs parents. Alors attention, pas de misérabilisme, hein, il y a 4 fois moins aujourd'hui de jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme qu'à la fin des années 70. Les études s'allongent, il y a plus de jeunes qui accèdent au secondaire, au bac, aux études supérieures. Mais si on regarde ça en termes d'inégalité, en fait, on voit que les inégalités, les études s'allongent, mais que les inégalités persistent et que c'est les enfants de cadre en fait qui ont le plus profité de l'allongement des études. Et que donc le milieu social reste le principal déterminant de l'accès aux études. Alors pour finir, peut-être un petit mot sur les politiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, aujourd'hui, le chômage des jeunes est très peu indemnisé parce qu'ils ont peu cotisé. Les bourses des étudiants sont très insuffisantes. Il n'y a pas de minimum social pour les jeunes de moins de 25 ans qui sont renvoyés à la solidarité familiale, mais je vous le disais, pour la plupart d'entre eux, ils sont issus de familles elles-mêmes en difficulté sociale. Et on prend rarement position pour des politiques publiques, c'est pas tellement notre travail, nous on dresse plutôt un état des lieux, mais sur les revenus des jeunes, à plusieurs reprises, on a insisté, chiffré, soutenu le fait qu'il faut ouvrir un minimum, il faut d'abord relever les minima sociaux hein, pour tous ceux qui y ont droit au niveau du seuil de pauvreté. Ça nous paraît une nécessité si on veut prendre le président Macron au mot quand il dit qu'il faut éradiquer la grande pauvreté. Et il faut ouvrir ces minima sociaux pour les 18-25 ans. La garantie jeune, puis le contrat d'engagement jeune sont des progrès, mais ils n'assurent pas un droit aux jeunes sans ressources. Donc, c'est un sujet sur lequel on prend position. Il faudrait aussi sans doute relever le niveau des bourses. Et puis, combiner ce niveau des bourses, un filet de sécurité pour tous les jeunes majeurs, à tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Hein, c'est possible de combiner les trois sans tout casser. Et intéressant, à notre sens, de garder des choses sous condition d'engagement, hein, comme le contrat d'engagement, sous condition d'activation. Mais la réforme en cours du RSA va clairement pas dans le sens d'un filet de protection ouvert à toute personne sans ressources. Et puis on peut aussi, mais là je sais peut-être le sujet de la prochaine intervention de la table ronde, s'intéresser à la mixité sociale à l'école, parce qu'on sait que c'est le levier pour réduire les inégalités, en tout cas un des leviers, mais un levier fondamental pour réduire les inégalités sociales à l'école, et qu'aujourd'hui il y a d'immenses résistances dans la société contre ça. Et puis la formation continue, offrir une deuxième chance aux jeunes, ne pas en rester à un premier échec à l'école, que tout soit pas joué au conseil de classe de troisième. Ça nous paraît aussi quelque chose qu'il faut faire évoluer dans la société française. Si on veut pas en rester à, au mieux, peut-être une indifférence relative des adultes, qui semble refuser de prendre en considération la situation de la jeunesse, une sorte de mépris, ou peut-être qui confine, à mon sens, à l'hypocrisie, hein, quand on continue de clamer l'égalité parmi les valeurs républicaines. Voilà, j'avais envie de finir par une petite note plus positive. Alors, c'est pas du tout ce que j'étais en train de faire, mais je voulais vous dire ce retournement de la situation de l'emploi, ces employeurs qui ont du mal à recruter, eh bien, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la situation des jeunes en France. C'est une vision très optimiste. Ça supposerait que
les contrats précaires soient moins nombreux, que les salaires montent, que cette situation dure. Ça reste vraiment à confirmer et on a toujours besoin fortement de politique sociale, y compris pour aider ceux qui n'ont pas de ressources. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet avec beaucoup de chiffres. Avec beaucoup de choses à en tirer, notamment sur la question des inégalités que vous avez vraiment pointé régulièrement. Et puis la question du scolaire, vous avez parlé de l'importance du diplôme, des difficultés scolaires. Justement, ça fait le lien effectivement tout trouvé avec Juliette Garnier qui est à mes côtés, chargée d'enseignement à l'Université de Genève. C'est effectivement le sujet que vous avez travaillé, que vous allez nous présenter. Je vous laisse peut-être la petite zapette si vous voulez passer vos... J'arrive à comprendre comment ça marche. Sinon, vous me dites et je le fais à chaque Ouais, fois si vous préférez. ça. Allez, Je on y veux va. bien, merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, je suis chargée d'enseignement à l'Université de Genève depuis assez récemment. Jusque-là, je travaillais en Seine-Saint-Denis. J'ai notamment mené là-bas mes recherches de thèse qui portaient sur les collégiens temporairement exclus de leur établissement scolaire. Et donc, c'est sur ce territoire-là et sur ces élèves-là que je voudrais axer mon propos. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la ségrégation scolaire et sur l'expérience scolaire aussi de ces jeunes qu'on appelle les perdants de la compétition scolaire ou encore les exclus de l'intérieur, c'est-à-dire ces jeunes qui restent dans l'école mais qui y occupent une place à la marge. Parce que si on en croit la promesse qui est celle de l'éducation nationale, enfin la promesse républicaine de l'école, normalement, l'éducation nationale devrait permettre à toutes et à tous de suivre un parcours scolaire classique, leur offrir les mêmes chances d'avoir un diplôme et donc, suite à l'obtention de ce diplôme, de pouvoir s'insérer durablement dans la société. Sauf qu'un siècle de sociologie, vous le disiez à l'instant, nous montre que l'école, elle reproduit les inégalités et qu'il y a une corrélation très forte encore aujourd'hui entre le milieu social d'origine et la réussite scolaire. Alors, sans faire une socio-histoire, je vous rassure, du système éducatif français, il y a quand même effectivement eu un mouvement de massification scolaire qui a permis à tous les jeunes, à partir des années 60, de rentrer dans l'enseignement secondaire et d'y fréquenter ce collège qu'on dit unique depuis 1975. Néanmoins, il y a quand même 2 mais assez conséquents qui perdurent. Le premier, c'est que faire entrer tous les jeunes dans l'enseignement secondaire, ça ne garantit pas de les faire entrer de la même manière. Ce sera la première partie de mon intervention. Et la seconde, faire entrer tous les jeunes dans l'enseignement secondaire ne permet pas à toutes et à tous d'y réussir. C'est-à-dire que l'égal accès au collège ne représente pas un égal accès au diplôme et ne représente donc pas un égal accès aux positions sociales les plus valorisées. Donc c'est autour de ces 2 points que je vais articuler mon propos pour montrer finalement comment les situations de précarité, elles peuvent se construire dès l'école autour d'un sentiment de relégation fort. Donc malgré la massification scolaire et l'unicité annoncée du collège dont je viens de parler, quand on vient d'un milieu populaire, quand on vit sur un territoire populaire, on ne part pas exactement avec les meilleures cartes possibles dans la vie. Et puis, pour certains et certaines des collégiens que j'ai pu rencontrer, on ne part pas non plus avec le sentiment d'être le bienvenu et que la société nous attend à bras ouverts. Donc, je vais revenir sur la manière dont certains jeunes, celles et ceux que j'ai rencontrés en Seine-Saint-Denis, se construisent dans leur rapport à l'école et se construisent dans leur parcours scolaire en tant qu'élèves. Parce que ce n'est pas neutre d'être scolarisé dans un établissement scolaire qu'on estime être un établissement scolaire moins bon que d'autres. Et là-dessus, je ne m'étends pas parce que la recherche a déjà bien montré, notamment les travaux de Delarue et de Lapéronie, que les élèves de ces territoires spécifiquement, ils ont le sentiment que l'école, elle est moins là finalement pour les préparer à la vie active et pour les accompagner dans leur projet de mobilité sociale que pour valider et confirmer leur destin social et donc une position sociale dominée. Donc les élèves, ils connaissent aussi la réputation de l'établissement qu'ils fréquentent. Ils savent très bien quelle étiquette est accolée à leur collège et ils connaissent les difficultés auxquelles doit faire face leur établissement et notamment, vous comprendrez après pourquoi je vous en parle, notamment les difficultés de recrutement. Parce que clairement, les établissements qui scolarisent massivement les jeunes d'origine populaire, ça ne fait pas exactement rêver les enseignants. Et tous les ans, on a des collèges sur ces territoires qui sont obligés de faire appel à des contractuels qui sont moins bien formés, voire, rappelez-vous, les speed dating l'année dernière pour recruter les enseignants, pas formés.
Donc, je vous parle de ça parce que je vais appuyer mes propos sur le discours d'élèves que j'ai rencontrés. Et un jour, un élève se plaint, merci, se plaint auprès de l'éducateur qui le prend en charge pendant le temps de l'exclusion du fait que le remplaçant de son prof de maths parle très mal français. Il dit « c'est de l'injustice, c'est ça qui m'énerve dans le collège ». En plus, il nous ramène des profs qui ne savent même pas parler français, ça fait 2 jours qu'ils sont en France, ils ne savent même pas parler français et ils les ramènent au collège pour nous faire des maths. Dans le 15e aussi, les profs, ils ne parlent pas français. Donc là, l'éducateur, pour essayer d'amoindrir le sentiment d'injustice clairement exposé par l'élève, va lui répondre « bon, c'est une marche supplémentaire à monter pour arriver en haut de l'escalier. Quand c'est plus dur, quand tu arrives en haut, c'est encore meilleur ». Suite à quoi, un autre élève répond « ouais, et arrivé en haut, on verra qu'à côté, eux, ils avaient un ascenseur ». Et ben, ce genre de discours, ces élèves qui tiennent des discours qui montrent à quel point ils ont conscience qu'ils ont intégré la relégation et la ségrégation, j'en ai entendu énormément. Comme par exemple un jeune qui un jour dit à son camarade, je cite, hein, excusez-moi pour les propos, « mais bolos, si tes parents ils avaient des thunes, tu ne serais même pas dans ce collège ». Donc les jeunes, ils comprennent qu'ils sont dans un établissement scolaire qui est réservé à celles et à ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs. Et Felouzi, il a d'ailleurs montré que le phénomène de ségrégation scolaire, il est encore plus important que le phénomène de ségrégation sociale, c'est-à-dire qu'au sein même des territoires populaires, il y a des familles qui préfèrent envoyer leur enfant dans un autre établissement, quitte à prendre les transports avec tout ce que ça génère en termes de coûts et d'organisation, voire même, alors qu'ils n'ont pas les moyens, de les envoyer dans le privé, plutôt que fréquenter l'établissement de secteur. Donc on a des collèges sur le territoire français qui sont extrêmement ségrégés, encore plus que les quartiers, qu'ils sont déjà pas mal. Donc, malgré la réputation de leur établissement, les élèves, ils ont quand même bien compris l'importance de l'école. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est à l'école qu'ils construisent leur destin social. L'idée selon laquelle les enfants, ils ne respecteraient pas l'école, qu'ils n'en auraient rien à faire de l'école, de leurs profs, etc., ça ne résiste pas à la démonstration empirique. Et je crois que c'est important de le dire parce que ce n'est pas ce qu'on entend tous les jours dans les médias. Par exemple, on a un élève qui nous dit, je vous laisse mettre merci, le collège, l'école, c'est important, c'est fait pour apprendre et ensuite avoir un bon métier. En fait, c'est ça. C'est pour avoir un métier et ensuite pour réussir sa vie. Si tu ne travailles pas à l'école, eh ben, laisse tomber, là, tu ne vas pas réussir ta vie. Donc, les élèves, ils font très bien le lien entre parcours scolaire et vie professionnelle future. Et si je vous parle de ça, c'est pour qu'on puisse s'interroger aussi ensemble sur ce que ça fait aux jeunes. Dans quelle posture ils se construisent face à l'école, bien sûr, mais face à la société, en ayant l'impression d'être en ayant l'impression de n'avoir droit qu'à un établissement moins bon que ceux des autres. La Péroni, il a magistralement montré, et je le cite, mais c'est écrit aussi, comme ça vous pourrez le voir, que les habitants des quartiers populaires, ils ont le sentiment que les institutions travaillent d'abord à les définir par la distance qu'ils entretiennent avec la bonne société, à en faire des problèmes pour mieux les tenir à l'écart et les dominer. Donc ces jeunes, ils grandissent avec un sentiment d'exclusion sociale en raison de leur territoire d'habitation, et cet sentiment-là est amplifié par le fait de fréquenter un établissement qu'ils disent, je les cite, tout moisi, réservé aux blédards et aux cassos. En même temps, parallèlement à cette situation, ils sont bercés depuis le plus jeune âge par cette idéologie qu'on dit méritocratique, au sein de laquelle, puisque tout le monde a accès à l'enseignement secondaire, eh ben, la réussite ou l'échec, elle relève de la responsabilité individuelle. Parce que c'est ça la démocratie, la méritocratie. La démocratie, c'est sympa. C'est ça la méritocratie. Hein. On te donne accès à l'école et ensuite, va falloir te retrousser les manches, il va pas falloir ne pas gâcher ta chance et travailler pour réussir parce qu'évidemment, c'est seulement par le travail qu'on réussit en France. Donc pour les élèves qui sont en difficulté, qui essayent de réussir à l'école et qui n'y arrivent pas, dans un contexte où, en plus d'avoir le sentiment d'être des collégiens de seconde zone, ils ont le sentiment de ne pas avoir de compétences scolaires, puisqu'on leur a dit quand on veut, on peut, qu'ils ont essayé et qu'ils n'ont pas réussi, ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas le niveau. Et ben pour continuer dans ce système scolaire et pour s'accrocher, il faut quand même une sacrée force de caractère. Je vais vous montrer un rap qu'un élève a écrit quand il était exclu, qui, je trouve, montre bien cette impression de ne pas être à la hauteur. Alors, la syntaxe et l'orthographe n'est pas de moi. Cet élève nous a fait le rap. Il avait, je cite, la flemme de l'écrire, donc il me l'a envoyé par texto. Voilà. L'école, pas mon poids fort, mais des fois je fais des efforts. Mais je crois mon cerveau n'est pas assez fort. Le prof me crie dessus comme si j'étais un porc, toujours à traîner dans les couloirs du collège encore et encore. Devant le prof, je crois que j'ai raison même si j'ai tort. J'aime bien rentrer tard, donc je fais pas mes devoirs. 8 sur 20 sur mon livret, le brevet sera sans pitié.
conflit avec le surveillant, mauvaise idée, des idées j'en ai mais c'est jamais les bonnes, je sais pas pourquoi mais j'aime bien dépasser les bornes, des problèmes j'en ai eu des tonnes, on a fait du mal, on a fait du bien, il y a des gens qui se font du mal pour se faire du bien. Donc, certains jeunes, heureusement, d'ailleurs la majorité, vont s'accrocher, vont réussir à garder la tête hors de l'eau et à suivre un parcours scolaire classique en voie générale ou souvent en voie professionnelle, j'y reviens juste ensuite. Mais pour d'autres qui ressentent cette double stigmatisation, la première en raison de leur lieu de scolarisation et la deuxième en raison de résultats scolaires peu reluisants, eh ben, ils vont classiquement réagir à la stigmatisation, à la désignation en tant que mauvais élève, en renversant le stigmate et en valorisant les traits qui, justement, sont montrés du doigt par l'institution. Donc, ça veut dire, concrètement, ça passe par l'exacerbation des traits qu'ils pensent attendus d'eux par l'établissement scolaire, à savoir une posture très virile, un rejet de l'école, l'adoption d'une position de défi face à l'institution et parfois même l'arrêt de la scolarité. Donc, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Merci. Dans certains contextes, sortir de manière précoce du système scolaire, c'est essayer aussi, à un instant T, tout simplement de se protéger face à une stigmatisation qui est trop importante. Mais bien sûr, sortir précocement et sans diplôme du système scolaire, ça a des conséquences importantes sur l'avenir professionnel et social des individus. C'est être, on l'a déjà dit, donc je vais rapidement, mais être plus exposé tout au long de sa vie au risque de chômage, au risque d'emploi précaire, au risque de carrière hachée et incertaine. Et le décrochage reste, même s'il diminue évidemment, un obstacle à l'emploi et à un revenu stable. Bien entendu, vous trouverez toujours des contre-exemples, hein, des gens qui n'ont pas eu de diplôme, qui ont arrêté l'école en 3e et qui s'en sortent très bien. Mais ce que je vous propose, c'est vraiment qu'on s'intéresse au gros des troupes. Alors, la lutte contre le décrochage scolaire ou contre les sorties précoces du système scolaire, ça a été une des priorités des politiques éducatives ces dernières années. Et si on s'en tient aux chiffres, si on s'en tient rigoureusement aux chiffres, c'est une réussite. On a un taux de décrochage qui est 4 fois moins élevé qu'il y a 40 ans. Mais si on regarde de plus près, eh ben, on se rend compte que finalement, ceux qui le plus souvent quittaient le parcours scolaire de manière précoce il y a 40 ans, ils restent dans le système scolaire, ils peuvent même y décrocher un diplôme. Sauf qu'ils le décrochent le plus souvent dans des filières qui sont peu valorisées, qui sont déclassées et qui sont souvent non choisies. Parce que ce qui compte pour s'insérer professionnellement, ce n'est pas seulement d'avoir un diplôme, c'est d'avoir un bon diplôme. Et aujourd'hui encore, l'orientation scolaire, elle dépend, et vous l'avez dit, hein, étroitement du milieu social d'origine, puisqu'on a 70% des sorties sans diplôme, 70% des sorties sans diplôme qui proviennent de la voie professionnelle, qui, comme vous le voyez là-haut, surreprésente évidemment les enfants issus les enfants d'origine populaire. Alors, je voudrais faire un petit focus sur des classes spécialisées qui, pareil, surreprésentent les jeunes d'origine populaire. Vous savez tous ce que sont les classes de SECPA. Et je voudrais laisser la parole à un élève qui est scolarisé en SECPA et qui, du haut de ses 12 ans, je le répète, 12 ans, ça met de la bonne humeur quand on... Il est scolarisé en 6e, il a 12 ans et il estime déjà que sa chance, elle est passée. Alors, Marvin nous dit « La SECPA, c'est pour les cons. Et les gens dans ma classe, c'est des cons. Moi, je suis pas con, mais ils m'ont mis là parce qu'ils pensent que je suis con et c'est tout. C'est l'humiliation, la SECPA. En plus, après, tu sors, tu peux même plus faire médecin, tout ça, ingénieur, tout ça. C'est ça qui m'énerve. Moi, je voulais être ingénieur au début et après, ils ont dit « Ouais, non, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. » Et ça, là, la SECPA, c'est écrit partout. Tout le monde sait. C'est écrit sur mon dossier, c'est écrit sur mon livret. De toute façon, voilà, je m'en fous. Maintenant que je suis en SECPA, voilà, maintenant, c'est fini. Il faut passer à autre chose vu que je ne pourrais pas faire autrement. Voilà, maintenant, c'est fini, c'est SECPA, c'est tout. Le collège, ils m'ont mis en SECPA, ils m'ont pris ma chance, donc de toute façon, ma chance, elle est passée. Marvin a donc 12 ans. Avec cette citation, on voit bien comment, dès le plus jeune âge, les élèves y considèrent ce que Bourdieu a appelé des voies de garage réservées aux exclus de l'intérieur. Et je voudrais vous montrer encore un graphique qui est issu d'un récent rapport de France Stratégie, que vous voyez vite fait, bien fait, ouais. Qui montre justement le poids de l'origine sociale dans les parcours scolaires. Donc sur ce graphique, vous ne le voyez peut-être pas, mais il va donc falloir me croire sur parole,
on voit bien que les élèves d'origine modeste sont plus souvent en échec ou en difficulté parce que ce ne sont que 27,5% d'entre eux qui arrivent à l'heure, c'est-à-dire sans année de retard, dans l'enseignement supérieur, contre 64,2% des élèves d'origine favorisée. Et ici encore, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que élèves d'origine modeste, c'est quand même assez vaste. Il y a des différences. On a des élèves qui sont d'origine très défavorisée, des élèves d'origine défavorisée, et évidemment, les chiffres ne sont pas les mêmes. Sur ce graphique, on voit également que le diplôme le plus valorisé, celui qui ouvre ensuite le plus de portes dans l'enseignement supérieur, à savoir le baccalauréat général série S, est également beaucoup plus, oui c'est plus ça, est également beaucoup plus obtenu par les élèves qui partaient avec un capital culturel proche de celui de l'école. On a 35% des élèves d'origine favorisée qui suivent cette filière, contre 7,5% des élèves d'origine modeste. Et surtout, sur ce graphique, le dernier chiffre sur lequel je voulais insister, on voit que les élèves qui sortent du système scolaire sont de plus en plus nombreux à chaque palier d'orientation. C'est le gris là. C'est les cases grises que vous voyez. Et on voit que parmi les élèves d'origine modeste, on n'a que, entre guillemets, mettez des gros guillemets, 3,2% d'entre eux qui ont arrêté l'école au moment du collège et qu'ils sont 43,2% à ne pas suivre d'études supérieures, contre 14% pour les élèves d'origine favorisée. Encore une fois, chiffre à relativiser dans le sens où il y a des catégories différentes dans élèves d'origine modeste et que les élèves d'origine favorisée, on le sait, il y a des recherches qui l'ont montré, s'octroient souvent la possibilité de se faire une année de césure après le bac pour voyager, etc. Et donc, du coup, c'est là-dedans qu'on retrouve les 14% qui ne sont plus dans le système scolaire. Donc, pour conclure, on voit bien que il n'y a plus rien, vous pouvez appuyer, mais il n'y a plus rien. On voit bien que les politiques de lutte contre le décrochage scolaire, elles ont été quantitativement extrêmement efficaces. Mais on voit aussi qu'elles n'ont pas permis de faire sortir celles et ceux qui sont marqués par des conditions de vie précaires des positions sociales les plus dominées. Et le fait de rester dans l'école plus longtemps, ça a également nourri pour les familles populaires d'énormes attentes, d'énormes espoirs, des familles qui ont fait des sacrifices pour pouvoir scolariser plus longtemps leurs enfants, leur faire suivre des études. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, lutter contre le décrochage et prolonger toujours plus la durée des parcours scolaires, c'est important, c'est nécessaire, et je ne dirais pas le contraire. Mais si les politiques publiques d'éducation, elles ne servent pas, je veux dire, si leur objectif principal, ça n'est pas de réduire les inégalités, alors la précarité, elle aussi, elle continuera à se transmettre de génération en génération. Et je voudrais terminer, et s'il y avait encore une slide, excusez-moi. Il semblait bien. Je Je n'ai voudrais pas voulu terminer. vous contredire, vous avez vu, mais. Je voudrais terminer par une citation de Lahire qui écrit « Vivre, par exemple, dans les conditions économiques les plus misérables, ce n'est pas comme porter un chapeau qu'on pourrait enlever à sa guise, mais c'est faire l'expérience dans son corps d'une série de manques, de traumatismes, de souffrances, d'humiliations qui peuvent conduire par réaction celles et ceux qui la vivent à des comportements que la loi et la morale réprouvent. » Je crois que si les politiques éducatives, elles permettaient de faire en sorte que l'école ne soit plus, pour certains élèves, une expérience supplémentaire de souffrance et d'humiliation, ce serait un grand pas pour se libérer des précarités. Merci beaucoup pour ce zoom illustré avec des chiffres qu'on imagine, mais qui sont à chaque fois criants, et encore plus quand vous les partagez. On va laisser le micro à Valérie juste à vos côtés, avec une illustration qu'on avait envie de faire pour terminer cette table ronde. On va revenir très localement ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand, avec votre structure qui s'appelle Aigo Café. Vous en êtes la responsable des relations partenariales. Ça nous semblait intéressant de mettre en avant votre initiative en fin de table ronde pour illustrer un exemple d'une action qui peut permettre à des jeunes d'aller mieux, de s'en sortir, notamment sur le gros travail à faire sur la confiance en soi et le constat de dire, pour y arriver, il faut déjà arriver à bien se connaître. C'est ce constat que vous avez posé pour développer votre activité dans Clermont-Ferrand. Vous nous en dites un mot ? Oui, je veux bien. Donc Valérie, moi je représente Aigo. Aigo, c'est une société un peu hybride parce qu'on est à la fois une agence de conseil et un café, d'où le nom Aigo Café. Et on est aussi un super lieu de vie et on est surtout un magnifique écrin pour faire connaître notre solution qui s'appelle Equinox. Et Equinox, c'est quoi? C'est des diagnostics de potentiel qui sont basés sur de la psychométrie, donc un socle scientifique.
Equinox, ça ne s'écrit pas comme le nom commun, ça s'écrit E-Q-I-N-O-X. Et pour ceux qui le savent, Equinox, en fait, c'est le jour de l'année où il y a exactement le même nombre d'heures de jour que de nuit. Donc nous, on cherche à trouver l'équilibre, l'alignement chez les personnes entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans un contexte donné. Notre mission qu'on aimerait bien écrire dans notre objet social, on aimerait bien être une société à mission, c'est d'avoir des entreprises performantes parce que chaque personne serait à sa meilleure place. On aimerait bien aussi que les adultes soient épanouis dans leur travail et surtout, on aimerait bien que les jeunes soient épanouis dans leur parcours scolaire. Voilà notre mission. Et donc, on le fait comment? On le fait avec des diagnostics de potentiel, toute une gamme qui existe. Et ce produit, en fait, il existe depuis 2010, puisqu'on a commencé par les professionnels. On les a accompagnés sur l'aide au choix au recrutement, sur des problématiques de performance, que ce soit individuelle ou collective, enfin, peu importe. Et puis, un jour, un de nos clients a dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça aussi pour les particuliers? Donc, on a dit, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc, en février 2020, on a pris des locaux tout à côté de la cathédrale de Clermont-Ferrand et on a ouvert un Aigo Café qui est vraiment dédié à la connaissance de soi pour les particuliers. Donc, les particuliers, pour nous, c'est les ados et les adultes qui veulent apprendre à mieux se connaître. Voilà, je vais vous parler d'un exemple, c'est Samir. Samir qu'on a accompagné. Donc Samir, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui était déjà, qui habitait dans les quartiers défavorisés de Clermont-Ferrand et qui, en fait, a eu un parcours scolaire bien trop rapide. En fait, il a pas eu la chance de faire des études. Il était un petit peu transbaïté à droite et à gauche dans des stages, des petits boulots, livreur, etc. Et en fait, il a été vite dans la précarité. Et Samir, en fait, il a fait partie d'un programme qu'on a monté avec Clermont Métropole, un programme très court, puisque c'était 5 séances. Le programme s'appelait Caféine, puisqu'on est dans un café, qui consistait en fait à d'abord comprendre qui il était. Donc, on lui a fait passer son diagnostic de potentiel. Un diagnostic, c'est moins de 2 heures pour apprendre à bien se connaître. Donc, apprendre à bien se connaître, comprendre en quoi, surtout, il était unique. Pourquoi Samir était unique, en quoi il est unique, quelles sont ses ressources naturelles, en quoi il est bon naturellement. Comprendre aussi le contexte qu'il lui faut, son contexte professionnel ou le contexte d'une école particulière, qu'est-ce qu'il lui faut comme contexte qui lui correspond vraiment le mieux. Et comme ça, il a commencé à reprendre confiance et on a pu, en fait, à travers quelques séances, construire un projet professionnel de ce qui lui ressemblait le plus. On a commencé à mettre au point son CV, à voir ce qu'il aimerait faire dans la vie, etc. Et on l'a accompagné jusqu'au je prends contact avec des entreprises et j'essaye de trouver, de décrocher un job. Donc, Samir a fait partie de ce programme-là. Aujourd'hui, Samir, il a un bac +4. Il est en alternance côté RH. Et si vous venez un jour à l'Aigo Café, vous avez de fortes chances de le croiser parce que c'est un peu sa deuxième maison. Donc voilà, nous, en fait, on a d'autres initiatives comme ça, publiques, avec qui on a des partenariats. Mais en fait, on n'est pas content de ça parce qu'on n'a pas l'impression d'être de réels acteurs. On est plutôt sur du curatif que du préventif. Un ado chez nous, ça commence à la 3e et ça finit à 22-23 ans. Je vous rappelle, c'est un outil scientifique qui est basé sur de la psychométrie. Et l'ado, il faut essayer de le comprendre aussi parce que c'est un individu qui est en pleine croissance, qui a des hauts, des bas, qui cherche à s'ouvrir au monde, qui cherche à gagner en autonomie et il est confronté à faire des choix. En plus, l'ado, il y a beaucoup de stéréotypes qui tournent autour de lui, c'est l'âge bête. On dit souvent ça aussi de la bouche d'adultes. C'est l'âge bête. En plus, il a des changements physiologiques, des changements hormonaux qui ne sont pas faciles vraiment à vivre pour lui. Et en 2023, être ado, c'est vraiment pas marrant, en fait, parce qu'il y a une pression sociale, il y a la pression de l'école, tout va vite, il y a les réseaux sociaux, et ça, c'est vraiment pas très sympa pour lui. Et en plus, si ce jeune est dans la précarité, on n'imagine même pas comment il peut s'en sortir. Et
En fait, nous, on s'est dit, il ne faut pas qu'on reste à ce stade d'être sollicité par des institutions publiques ou des associations. On veut vraiment avoir un rôle un peu plus actif. Et si on fait un flashback, en fait, si on revient à l'enfant, un enfant, lui, se développe, il commence à apprendre tout seul, mais il est aussi accompagné de ses parents pour gérer ses émotions, la peur, la frustration, etc. Et ces facteurs, en fait, relationnels et émotionnels sont entrelacés avec des compétences que j'appelle, moi, des compétences cognitives. Et nous, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un, un jeune qui a peur d'échouer, ben, il va avoir peut-être plus de mal à se concentrer. Un jeune qui va avoir de l'aisance relationnelle, peut-être qu'il va pouvoir collaborer de façon très active, très constructive dans un groupe de travail. Quelqu'un qui est très curieux va peut-être pouvoir avoir des facilités pour apprendre. Et donc, on voit comme ça que toute cette partie relationnelle, émotionnelle, a un impact direct sur l'apprentissage. Donc, ça a des répercussions aussi sur la qualité de son parcours scolaire. Et à quel endroit on apprend, on apprend ces compétences qu'on appelle nous des compétences de vie? Ben, le premier cadre, en fait, c'est la famille. C'est la famille qui va être là pour le soutenir. C'est le premier cadre où, en fait, ces compétences de vie vont se construire, vont se solidifier, vont se renforcer. Et le cadre juste après, ben, c'est l'école. C'est l'école où, en fait, ils doivent apprendre à vivre avec les autres. Ils doivent aussi se développer. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, nous, c'est combien de temps dans les écoles on consacre pour apprendre à bien se connaître, pour en fait avoir confiance en soi, pour avoir de l'estime de soi. Est-ce qu'on on me parle de conscience sociale? Est-ce qu'on me parle de relations interpersonnelles, etc., etc. Je ne sais pas, mais j'ai bien peur que la réponse soit assez pessimiste. Donc, en fait, nous, on voudrait qu'au maximum soient valorisées ces compétences, on va dire, socio-émotionnelles, qu'on a rangées dans 5 catégories. On a la connaissance de soi, on a la maîtrise de soi, on a cette conscience sociale, etc., etc. Et nous, on voudrait être vraiment acteurs dans ce premier champ qui est la connaissance de soi. Donc, on a voulu prendre un peu les choses autrement. Donc, on a développé un diagnostic spécial ado qui existe depuis 1 an. On a plusieurs dizaines d'ados qui y sont passés et on commence en fait à démarcher d'abord, parce que c'est plus facile pour nous, je l'avoue, les collèges, les lycées privés, les établissements aussi d'enseignement supérieur pour les adultes, où on propose gratuitement 1 heure de sensibilisation à la connaissance de soi. On parle de notre activité, on parle du diagnostic et les parents, pour l'instant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui autour de Clermont-Ferrand. Les parents qui veulent offrir leur diagnostic en fait à leurs enfants, on leur propose des diagnostics et nous reversons une partie de notre chiffre d'affaires en fait à l'école. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, on voit bien que là, ça répond pas aux enfants qui sont dans la précarité, et encore plus les parents qui peuvent être dans la précarité et qui n'ont pas les moyens en fait de se payer un diagnostic pour ados, qui coûte en prix public, je peux vous le dire, c'est 150 €. On cherche en fait à trouver des rapprochements qui sont pas plus. Enfin, aujourd'hui, on trouve que les rapprochements sont fragiles. On voudrait créer vraiment un pont inédit avec les institutions publiques pour que ces diagnostics, le plus grand nombre puisse en bénéficier en fait. Voilà. Merci pour cette illustration. Aline Louis, peut-être un mot par rapport à ce que vous avez entendu sur les questions d'orientation que vous avez évoquées un moment tout à l'heure. Ouais, d'orientation. Alors, je voulais rebondir sur plusieurs choses. On n'a pas beaucoup évoqué, c'est l'ascenseur social. Moi, je constate que on a perdu effectivement. Il y a de moins en moins. Avant, enfin, moi, je fais partie d'une génération et la génération de mes parents aussi, où il y avait l'ascenseur social. On pouvait sortir de sa condition. Et effectivement, en vous écoutant, on s'aperçoit que très jeune finalement, parce que la précarité, la pauvreté, on est dans une famille pauvre. Voilà. La notion de pauvreté qui existe. Avant, on parlait de famille modeste, mais on pouvait sortir de sa catégorie, voilà, par l'école. Et là, on s'aperçoit
Enfin, moi, je constate en tous les cas, et je trouve que ça manque d'études, donc je me permets de vous le dire, là-dessus. Effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, et vous avez raison, l'inégalité, elle est dès le départ, elle est dans le collège ou même en primaire. Hein. Moi, je vais même plus loin en primaire, et que effectivement, ces enfants-là n'ont plus cette perspective de sortir de sa condition, ce qui existait en tous les cas avant. Premier sujet. Alors, je vais faire juste un peu de politique quand même. Parce qu'il y avait personne de région de France, mais moi, je fais partie de la commission et président Morin. Il y a 3 éléments alors qui vont pas, qui touchent pas forcément la précarité, mais il y a 3 éléments importants qu'il faut quand même qu'on juge. Une, la formation. Moi, je crois beaucoup à l'alternance. Et l'alternance, c'est pas juste le bac pro, c'est derrière, on a des ingénieurs et on voit de plus en plus de jeunes. Et dans le cadre de l'ascenseur social, l'alternance est une possibilité pour certains de démarrer en lycée pro et de continuer derrière. Donc ça, pour moi, c'est promouvoir l'alternance en France, que l'éducation nationale reconnaisse l'alternance comme une partie prenante, comme un parcours normal. Voilà, et ça c'est le premier sujet. 2, le sujet de l'emploi. Aujourd'hui, on a changé encore de nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est France Travail. Ouais, France Travail, voilà. L'emploi d'une région à une autre, ça n'a rien à voir. Moi, je suis dans une région où il y a le nucléaire, enfin, je suis désolé, après, on n'est pas d'accord ou pas, qui est un pourvoyeur d'emploi, mais à tous les niveaux. Excusez-moi, mais je le dis, à tous les niveaux. Ce n'est pas des ingénieurs dont on a besoin. On a besoin de chaudronniers, on a besoin là. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une adéquation aussi de l'emploi par rapport à la formation. Et ça, aujourd'hui, tant que c'est une agence nationale qui décidera et aussi des parcours, des parcours professionnels, on n'y arrivera pas. Moi, je partage complètement. Aujourd'hui, on envoie des jeunes dans des filières où il n'y a plus d'emploi. À un moment donné, il faut accepter de dire qu'il n'y a plus d'emploi. Moi, il y a des filières secrétariat. Aujourd'hui, avec le numérique, la secrétaire, enfin, globalement, on n'a plus vraiment besoin. Mais par contre, il y a d'autres pans. Bah, vous en avez peut-être une encore, vous. Moi, j'en ai plus. Non, mais le métier évolue. Non, mais c'est plus une secrétaire. C'est autre chose. Mais voilà, donc moi, c'est des éléments quand même. Et là, c'est vraiment des éléments politiques. Avoir considérer l'alternance comme comme un parcours normal, comme le lycée, comme voilà. Donc ça, c'est une première étape. Et qu'on favorise effectivement la mise en place de l'alternance dans plusieurs filières et dans toutes les filières, pas que celles qu'on veut. Et ça, je pense que là-dessus, il faut qu'on arrive à grimper. Alors après, c'est de la politique. Et 2, ça ne peut se faire, et alors je ne vais pas dire au niveau de l'école primaire, l'éducation, c'est régalien, mais à partir du lycée, et après, il faut une régionalisation pour qu'il y ait un vrai maillage territorial et aussi une vraie réponse de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à l'emploi. On arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être le mot de la fin par Quentin. On a ouvert avec vous. Si vous voulez réagir sur ce que vous avez entendu. Rapide, je voulais réagir sur plusieurs choses qui ont pu être dites, non pas pour porter forcément en faux, mais pour apporter une vision un petit peu aussi jeune. Je ne sais pas si je peux qualifier ça comme ça, mais déjà sur la question, tout début sur la question des associations qui sont spécialisées, je partage le dessus, et je pense qu'on a discuté un petit peu aussi depuis hier, mais je pense qu'il y a la question aussi du financement qui force aussi là-dessus. Enfin, moi, personnellement, je suis dans une association de santé pareil pour les jeunes. Il n'y en a pas beaucoup sur les questions de jeunesse dessus. Ce n'était pas une vocation. Notamment, on voulait aussi aller sur le volet de distribution alimentaire, entre autres, et tout ça. Maintenant, c'est des financements par projet, pas structurel. Et au-delà de ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on s'organise aussi pour pouvoir faire du commun et en gros avoir un maillage associatif et on peut aller plus loin dessus. Je voulais répondre quand même aussi sur 2-3 sujets, mais notamment, je pense que c'est une bonne chose d'aller justement aller voir les jeunes dessus. Je pense que ça passe pour et par les jeunes aussi dessus. Donc, avec Unicité, je pense que c'est une très bonne chose. Bon, quand même, sur la politisation, je pense que si en fait c'est politique, et du coup, partisan c'est autre chose, mais par contre c'est politique, et notamment la précarité, c'est quelque chose qui est éminemment politique. Enfin, quand on est précaire, bah, peut-être, mais du coup, moi, c'est partisan, du coup, le sens de... Voilà, bref, c'est un débat sémantique, mais je trouve que c'est un truc qui est assez important. Et en fait, si on veut que la jeunesse s'engage, on fait faire comprendre que c'est un sujet politique, la précarité, et il faut pouvoir lutter là-dessus. Et deux éléments, moi, je pense sur la question de l'orientation, je pense qu'il y a des vrais sujets qui se posent dessus. J'ai
enfin, j'ai connu les CIO qui ont disparu et je pense que c'est aussi quelque chose aussi qui se pose. En fait, on a tout un pan aussi des structures des collectivités et de l'État qui était géré, qui a disparu et du coup, c'est géré par le privé et ça pose des questions. Tout à fait, mais qui sont quand même limités dessus et on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et après, très rapidement, je pense que la présentation, elle est assez intéressante sur la distinction entre la massification de l'enseignement et la démocratisation, parce que c'est ce qui a été très bien dit tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire beaucoup de choses, notamment sur la question aussi des discriminations qui peuvent aussi avoir lieu aussi dedans. Et il y a des questions, en effet, de classe sociale, mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments qui aggravent la précarité. Et je pense que c'est important en effet de pas, de faire aussi, et je pense que ça peut ouvrir peut-être un autre sujet peut-être de l'année prochaine, mais aussi de continuer à faire voir un peu les différences entre précarité et pauvreté, de voir qu'est-ce qu'on entend aussi dessus, puisque souvent en fait on met un peu un arbre qui cache la forêt. On parle beaucoup de précarité étudiante avec, ce qui a été très bien dit tout à l'heure sur les questions étudiantes dessus, mais en fait du coup ça invisibilise tout un pan de la pauvreté dessus. Et après il faut pouvoir creuser, notamment quand on a des personnes qui subissent des discriminations, la précarité est aggravée aussi dessus. Mais voilà, en tout cas, c'était une table ronde très intéressante. Merci beaucoup. On peut les applaudir sur cette table ronde. Merci à tous les quatre et merci à Aline Louisie qui vient également de nous quitter pour un impératif. Merci à tous de votre attention.